Aujourd'hui à l'émission, on vous invite à un bazar horticole. On fait un arrêt dans une nouvelle halte de repos. On accueille les nouveaux arrivants de la Rivière-du-Nord et Caroline nous fait découvrir l'ikigai. Bienvenue sur ma terrasse. Bonjour, Caroline. Bonjour. Hey, là, toi, tu me sors toujours des affaires que j'aime. Mais là, je connais pas ça, mais j'aime ça parce que c'est toi qui vas la faire, la chronique, puis j'adore tout ce que tu me dis. C'est parfait. Tu me c'est pour ça que je suis là. de l'ikigai. L'ikigai, oui, c'est le secret de bonheur et de longévité des Japonais. Pourquoi je suis arrivée avec ce sujet-là, dans le fond? En novembre dernier, j'ai eu 50 ans. Et 50 ans, tu sais, c'est quand même une étape, il faut le dire. Tu dis, ben là, j'ai un demi-siècle. Comment je vois mon avenir? Puis là, je réfléchissais à ça, tu sais, les années à venir, puis je me disais, ben j'aimerais ça, moi, vivre jusqu'à 100 ans. Je trouve que c'est un beau chiffre. Je trouve que c'est un accomplissement en soi d'arriver à 100 ans, quand même en forme et tout, là, tu sais, je veux dire... je rêve quand même de décéder dans mon sommeil tranquillement. Là. Je ne veux pas être malade. Ouais, je veux être en santé, heureuse. T'sais. Je pense que tout le monde aussi a ce souhait-là d'être en santé et heureux. Bien, justement, cette philosophie-là, l'ikigai, permet de vivre plus longtemps et heureux et en santé. Donc, c'est quoi que ça veut dire ikigai? Il n'y a pas vraiment d'équivalent dans notre langue, ni dans aucune langue, je pense. Il n'y a pas d'équivalent. Iki, en japonais, ça veut dire vie. Et gai, ça veut dire valeur. Donc, c'est de donner de la valeur à sa vie. C'est, en fait, de trouver un sens à sa vie. C'est de trouver la raison qui fait qu'on va se lever le matin. C'est ça, l'ikigai. C'est beau. Oui, c'est vraiment bien. Beau. Et, oui? Vas-y. Ben, je me demandais si ça faisait longtemps que ça existait. C'est quand même assez vieux comme concept. En fait, ça a commencé dans la période Heian de l'histoire japonaise, donc la période classique, qui va de 794 à 1185. Donc, c'est pas d'hier, l'ikigai, mais du côté de l'Occident. En fait, c'est un journaliste et producteur, membre du National Geographic, qui s'appelle Dan Buettner. C'est lui qui a amené ça en Occident, ce concept-là. Lui, ce qu'il fait, il aime ça étudier la vie des centenaires dans le monde. Okay? Comment ça se fait qu'ils se rendent là? Et là, lui, il a donc étudié l'île japonaise d'Okinawa, qu'on appelle aussi l'île des Immortels. Parce qu'il y a beaucoup de centenaires sur l'île d'Okinawa. Et puis là, il s'est dit, c'est quoi les facteurs qui contribuent à la longévité? Et c'est là qu'il a découvert l'ikigai. Donc, Okinawa, c'est une île qui a souffert beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. L'espérance de vie a diminué, l'espérance de vie était faible pendant un bout de temps. Puis là, les habitants se sont dit, il faut qu'on change ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, ils se sont dotés d'une nouvelle philosophie, qui est l'ikigai, pour rester en santé, rester actifs, vivre longtemps. Donc, c'est ça. Ils veulent, eux, dans le fond, ils travaillent bien après la retraite. En fait, ils sont actifs. Parce que selon un sondage qui a été réalisé au Japon en 2018, près de la moitié des gens de 70 ans et plus sont actifs, que ce soit par le travail, que ce soit par leurs loisirs ou activités communautaires. Dans la culture japonaise, dans le fond, si tu n'occupes pas ton corps et ton esprit, tu déconnectes ton âme de ton ikigai. Tu t'éloignes de ta raison de vivre, dans le fond. Mais c'est vrai que toutes les Asiatiques, on dirait qu'il y en a beaucoup qui sont très âgés, puis on dit qu'ils vivent vieux, puis ils travaillent beaucoup, comme tu... Oui, mais ils se gardent actifs, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, mais pas juste par le travail. Pas juste par le travail, non, c'est ça, exactement. Même si le concept peut être utilisé dans le domaine professionnel, c'est seulement le tiers des Japonais qui considèrent leur travail comme leur ikigai. Dans le fond, ça peut être soit un métier, ça peut être un loisir, une passion, ça peut être ta famille, ça peut être un combat, dans le fond, une conviction que tu as. Ça peut être ça, l'ikigai. On en a tous un, selon les Japonais. On peut même en avoir plusieurs à l'intérieur de nous, mais des fois, on ne le sait pas. On n'est pas conscient de ça. Il y a des gens, tu sais, qui naissent puis qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis qui connaissent leur mission. J'ai toujours trouvé ça beau. Moi, ça n'a jamais été ça. J'ai toujours taponné un peu pour trouver ce que je voulais faire. Et donc, des fois, ça demande un petit peu plus de travail pour trouver son ikigai, justement, là. Puis, c'est quoi les bénéfices de la philosophie ikigai?
En fait, c'est très bon pour la santé mentale. Ça aide à sûr. combattre l'anxiété, la dépression. Tu sais, quand tu as un but, tu as une raison de te lever le matin. C'est bon également pour la santé physique parce que quand tu as un sens à ta vie, tu vas adopter des bonnes habitudes de vie parce que tu aimes ta vie, tu veux continuer à vivre et donc tu vas vivre plus longtemps. Ça donne aussi beaucoup de résilience face aux obstacles parce que, encore là, ce sens-là que tu as à ta vie va te donner de la motivation pour surmonter les épreuves, les difficultés de la vie. Puis ça te permet aussi de développer un bon réseau social parce que tu vas, veux pas, rencontrer des gens dans ta vie qui ont le même ikigai que toi. Et là, tu vas créer des liens avec ces personnes-là. Et quand tu as un réseau social, tu sais, c'est prouvé que c'est bon pour la santé mentale, physique. Ça te donne du soutien dans ta vie. Puis c'est le fun aussi d'avoir un sentiment d'appartenance, dans le fond, avec ça. Mais probablement aussi que, tu sais, parce que tu me parles de ça, là, moi, je me dis, tu sais, la méditation, tout ça, pour trouver son ikigai, ça doit être bon, j'imagine. Bien, la méditation, c'est une façon aussi de s'apaiser, d'apaiser son mental, puis justement peut-être reconnecter dans le moment présent. C'est certain que, tu sais, bon, on n'a pas parlé de tous les facteurs qui font que les gens vivent à 100 ans. Peut-être que ça fait partie de ça aussi, parce qu'il y en a plusieurs, dans le fond, des facteurs qui font que les gens sont centenaires et heureux et en santé. Mais sûrement que la méditation... Moi, on dirait que je le trouverais par là. Puis c'est quoi les moyens? Connaîtrais-tu des moyens pour le trouver, ton ikigai? En fait, l'ikigai, faut en fait tracer 4 cercles, si on veut. OK. Le premier cercle, c'est les activités que nous aimons faire. Ensuite, l'autre cercle, les activités que nous faisons bien. Ensuite, l'autre cercle, ce serait les activités dont le monde a besoin, le monde en général. Et ensuite, un dernier cercle, c'est les activités pour lesquelles on peut être rémunéré. Et là, les 4 cercles se rejoignent et le milieu, c'est ton ikigai, dans le fond. Alors, c'est la façon... là, je te fais ça très, très résumé parce que tu as des livres qui sont consacrés à l'ikigai. Tu as plein de ressources en ligne, il y a même des tests pour trouver ton ikigai. Et l'important aussi, c'est de ne pas se laisser influencer par, tu sais, des attentes des autres. Des fois, ta famille, tes amis, ou encore les jugements. Ben voyons, tu vas pas faire ça, tu sais, consacrer ta vie au jardinage. Tu sais, des fois, il peut y avoir des jugements. Et il faut pas se laisser influencer par ça, puis vraiment faire une introspection. Mais je vous souhaite de le trouver si c'est pas déjà fait. Tu vois, là, en me parlant de ça, là, moi, je pensais que je connaissais pas ça, l'ikigai. C'est que je connaissais pas le mot. Parce que j'ai un ami qui est formateur en affaires, puis il nous avait fait un atelier et il avait fait les 4 cercles. Puis il dit, tu sais, le 4e, tu peux faire de l'argent avec ce que t'aimes. Fait que c'est ça, le bonheur. Et voilà, donc je vous souhaite de le trouver si c'est pas déjà fait. Bien, merci. Beaucoup de bonheur. L'as-tu trouvé? Moi, je pense que oui. C'est pas mal ce que je suis en train de faire, je pense là. que oui. Aujourd'hui, on est à la halte des Jardins, à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, on se retrouve près du boulevard, près du ruisseau La Corne. On se trouve ici sur les lieux de l'ancien poste de pompiers de Sainte-Anne-des-Plaines de 1953 à 1975. Donc, c'est un bâtiment qu'on a rénové, qu'on a décidé de remettre en valeur pour y faire le prêt de vélo. On offre pour nos résidents de Sainte-Anne-des-Plaines le prêt de vélo. On a 12 vélos électriques et puis on a aussi 4 vélos réguliers qu'on prête gratuitement pour les résidents et on prête également aux non-résidents pour un coût minime. On a fait l'achat justement cette année d'un vélo pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un vélo où une personne peut pédaler, puis on assoit la personne à mobilité réduite à l'avant, donc elle peut profiter du paysage puis de la piste cyclable. Lorsqu'on a bâti la piste cyclable de la Seigneurie des Plaines, on a voulu mettre un endroit qui serait sans trop, où les gens vont pouvoir s'arrêter, avoir toutes les commodités nécessaires, là, les toilettes, puis un endroit aussi pour se reposer, puis repartir pour une balade. Donc, c'est à la mi-parcours de la Seigneurie des Plaines, là, qui fait 24 km. Puis, c'était vraiment ça l'objectif de la halte. Puis après ça, bon, c'est greffé le prêt de vélo, mais puis en même temps, tout l'aspect historique, puis le camion de pompiers qu'on peut voir, là. On l'a fait installer en même temps que la construction de la halte avec des coins d'ombre. Donc, toutes les commodités. Puis, on l'appelle la halte Desjardins parce que Desjardins va aussi donner une commandite là, à cet effet-là. On peut penser qu'à peu près 120 000 personnes là, par été là, qui peuvent passer, d'après notre compteur à vélo.
Le retour des citoyens est vraiment très positif, sont contents du service. Effectivement, c'est gratuit. Un vélo électrique, ça peut coûter quelques milliers de dollars. Fait que les gens sont contents de pouvoir essayer les vélos gratuitement. Donc, on a vraiment un retour positif. On fait aussi de la vente de quelques trucs de base comme des casques, des kits de réparation de vélos et aussi du matériel promotionnel de la piste cyclable. La halte, oui, c'est apprécié. On n'entend que des beaux commentaires. Les gens vont même jusqu'à faire des vidéos personnelles puis ils les publient sur leur réseau. Donc, les gens font la promotion par le bouche-à-oreille, mais aussi par leur réseau à eux. Donc, je pense que les gens sont quand même fiers de l'endroit. Puis, on est fiers aussi, la ville, de cet endroit-là. C'est un lieu central, un petit peu comme disait Maxime. Donc, c'est un lieu pour s'arrêter, faire un petit pique-nique ou prendre l'air. Les gens peuvent effectivement venir s'informer. On a des préposés qui sont là pour les orienter s'ils cherchent un commerce, un endroit où aller manger. On a des cartes pour savoir comment rejoindre les autres pistes cyclables de la région aussi. Le concept de la piste cyclable, tout ça, c'est les saines habitudes de vie. Là. Au final, les gens, ils font du vélo, on veut motiver les gens à bouger, puis on met les infrastructures nécessaires pour le faire. Puis en même temps, on veut être une ville accueillante, puis que les gens puissent passer à Sainte-Anne-des-Ternes puis voir. La piste cyclable, elle va passer sur le boulevard Sainte-Anne suite aux rénovations. À ce moment-là, bien, ça va pouvoir permettre d'avoir un achalandage sur le boulevard pour faire valoriser nos commerces, puis l'achat local et tout. Donc, c'est dans ces objectifs-là que la piste a été mise. On est vraiment, vraiment fiers de ce projet-là. C'est un projet fort là, au niveau de la ville. Là. Si les gens ont besoin de plus d'informations sur la piste cyclable, la Seigneurie des Plaines, on les invite à visiter le seigneuriedp.org. On est présentement sur le bord de la rivière du Nord, à Saint-Jérôme. Rivière du Nord qui s'échelonne vraiment en amont de Sainte-Agathe et qui s'en va jusque dans la rivière des Outaouais. On est ici aujourd'hui pour une partie de l'ensemencement qui se fait dans les prochaines heures et les prochains jours. Depuis des années, on travaille à faire la mise en valeur et réimplanter la truite brune dans la rivière du Nord. Il faut comprendre pourquoi la truite brune. La truite brune est une espèce qui est un peu plus solide au niveau de la qualité de l'eau. Donc, comparativement à l'ombre de fontaine qui demande une eau beaucoup plus fraîche, la rivière du Nord a cette problématique qui est des profondeurs, des secteurs peu profonds. Donc, l'eau se réchauffe et la truite brune a cette capacité, peut s'implanter facilement. Au niveau touristique, bien entendu, le parc régional, son territoire, c'est la rivière du Nord. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est d'amener le plus possible la clientèle à venir pêcher sur notre rivière puis à pouvoir bénéficier de l'ensemble des bienfaits qu'on peut avoir lorsqu'on s'initie sur une activité de plein air de cette sorte-là. Donc, on invite vraiment toutes les familles à venir s'initier à la pêche puis aller pogner des beaux gros poissons. La truite brune est une espèce qui n'est pas indigène, mais par contre qui a été implantée au Québec dans le secteur du lac Brûlé en 1898. Donc, cette truite-là s'est répartie dans le bassin versant de la rivière du Nord et on peut maintenant confirmer sa reproduction. Cette espèce-là n'est pas facile à prendre, mais elle a des adeptes inconditionnels. Donc, la pêche à la mouche, entre autres, est fortement appréciée de cette espèce. Cette année, on a réussi à obtenir une belle collaboration des deux villes, donc Ville de Saint-Jérôme et Ville de Prévost, qui ont injecté 10 000 pour faire l'ensemencement. Et avec ce montant-là, on a réussi à obtenir un 20 000 du ministère de la Faune pour être capable d'avoir 30 000 d'ensemencement. Donc, ça peut être tourné approximativement à 3 500 truites brunes qui vont se faire jeter à l'eau dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Je tiens à remercier, première des choses, le conseil municipal qui a accepté de faire le soutien à l'ensemencement. Ça passe par le côté volet politique et maintenant, on est là depuis des années de voir les jeunes, les familles venir pêcher. C'est incroyable.
La ville de Saint-Jérôme est en train de refaire son plan d'urbanisme qui date déjà de 2010, qui est très loin. Et on a effectué des tables de concertation avec des organismes, des gens, la population. Et une des tables de concertation était la trame verte et bleue. Ce qui veut dire, bien entendu, l'environnement et notre rivière, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de rivières qui traversent des villes comme la nôtre. Puis il faut la protéger. Puis ce qui est ressorti de cette consultation-là, c'est que les gens voulaient se l'approprier. Ils voulaient la posséder, ils veulent en prendre soin, ils veulent y aller en famille, ils veulent y aller tout seul, en canot. On a cette richesse-là qu'on veut protéger, puis on va la protéger. Dans un contexte plus plein air, dans les bienfaits du plein air, bien, c'est sûr que de pouvoir amener les jeunes ou les familles à s'initier à ce type d'activité-là, ça nous amène, nous aussi, comme parc régional, à sensibiliser ces personnes-là au respect de la nature puis de l'environnement. On a un principe qu'on appelle le sans trace. Fait qu'on se dit, lorsqu'on vient faire une activité de plein air, que ce soit la pêche ou autre, bien, on repart comme si on n'était jamais venu. Donc, en même temps, bien, je profite de l'écran pour dire aux gens et les sensibiliser. Lorsque vous venez pêcher, oui, venez pêcher, pas de problème, mais laissez pas vos fils de pêche traîner sur le bord de la rivière ou encore vos copes de vers de terre parce que c'est ce qui fait en sorte que ça détériore l'environnement dans lequel on est et la qualité de l'eau par le même fait. C'est sûr que travailleuse engagée au parc régional, amateur de plein air, c'est sûr que mon engagement est là pour être capable de toujours améliorer la qualité de vie de mes prochains. Ça fait partie de ma nature. Je ne suis pas comme M. Raymond, une fervente amateur de poissons et de races ou de sortes de poissons, mais chose certaine, c'est que les bienfaits qu'on en retire puis de voir les sourires, c'est mon entière satisfaction et c'est pour ça que je m'implique personnellement à ça. D'être capable de faire une activité comme ça en plein centre-ville, c'est fantastique. On a une rivière qui coule chez nous, on la valorise et c'est notre objectif, effectivement, de redonner la rivière aux citoyens et de permettre, effectivement, l'initiation auprès des jeunes et que les gens viennent découvrir notre secteur. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Éric Westram. Bonjour. Le plaisir est pour moi. Ah, c'est gentil. Donc, vous êtes maire de Rosemère, préfet. De la MRC Thérèse Duvalier. Également. Mais là, c'est pas pour ça qu'on vous invite aujourd'hui. Mais c'est quand même vous. C'est moi. Et on vous invite parce que vous nous invitez à un bazar à Rosemère, bazar horticole. Oui. Donc, parlez, c'est où, c'est quoi? En fait, le bazar horticole, ça se tient à la maison Hamilton, qui est une maison ancestrale là, sur le territoire de Rosemère. Et ça se fait conjointement avec la visite des jardins secrets. Alors, jardins secrets, c'est des citoyens qui ouvrent leur cour arrière, leur jardin, aux citoyens de Rosemère, mais des citoyens qui viennent d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui viennent de partout. Et donc, ils nous font visiter leur jardin. Il y a des jardins là, qui sont extrêmement intéressants. Et après, justement, la visite des jardins secrets, les gens peuvent nous rejoindre à la maison Hamilton, où là, on leur sert un petit vin d'honneur. Et là, il y a le bazar horticole, où on vend un paquet de trucs que les gens n'utilisent plus souvent, des râteaux, des bêches, des trucs qu'on peut servir dans le jardin. Du matériel horticole. Mais également du mobilier de jardin, chaises longues, trucs de patio. Et dernièrement, des meubles encore utilisables, des meubles les gens déménagent. Et donc, ils s'en vont dans quelque chose de plus petit. Et donc, ils ont un paquet de meubles à donner. Alors, nous, on les prend et on les vend. Tout meuble, là, une table de cuisine, un bureau. Donc, c'est pas des électroménagers. Parfait. Et bien, dans le fond, là, vous dites que vous vendez des râteaux, tout ça, mais il y a également des fleurs. Oui, il y a également des fleurs, en effet. Je pense qu'il y a un partage de vivaces et tout ça. Ouais. Et là, je me posais la question, parce que moi, je ne suis pas de Rosemère. La maison Hamilton, est-ce que c'est une maison qui est ouverte toujours ou ils nous ouvrent les jardins pour cette journée-là? En fait, les jardins eux-mêmes, parce que dans l'espace de la maison Hamilton, il y a les jardins de la maison Hamilton. Okay. Du reste, si vous promenez en avion, en hélicoptère, vous allez voir un assemblage de fleurs en forme de guitare. Wow! Ça fait plus de 20 ans qu'on investit à chaque année des aménagements. On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Il y a même une pivoine qui est au nom de la ville de Rosemère, une pivoine spéciale. Et il y a un jardin où des gens viennent faire des photos de mariage, célébrer les mariages. Moi, j'ai célébré les mariages dans les jardins de la maison Hamilton.
Et vous avez la maison Hamilton avec un toit rouge, qui est une maison ancestrale. À côté, il y a une vieille grange qui est abandonnée, qu'on n'utilise plus, et à laquelle on cherche un projet pour la revamper. Mais c'est un endroit qui est féerique. Ah, c'est la mode, là, une ancienne grange. Oui, tout à fait. C'est le fun. Mais ça coûte des sous. Oui, oui, c'est de l'entretien. Et c'est à quel endroit? Donc, sur la Grande Côte, je vous dirais que c'est à 100 mètres du boulevard Labelle. Okay. Donc, le boulevard Labelle sépare Rosemère en deux, le côté est puis le côté ouest. Donc là, on se retrouve du côté ouest du boulevard Labelle. Elle est ouverte à l'année. La maison Hamilton est ouverte à l'année. L'intérieur de la maison sert soit pour des locations, soit pour certains artistes de Rosemère qui viennent peindre, sculpter sur place. On donne des cours de vitraux. C'est vraiment un endroit qui est très, très, au niveau des arts, là, qui est très, très utilisé. Et il va avoir, en parlant d'art, je crois qu'il y a des artistes aussi. Est-ce qu'il y a des artistes qui vont être là la journée du bazar? Oui, il y a le fameux RAR, donc le regroupement des artistes de Rosemère, qui viennent exposer certaines de leurs arts. Donc, c'est des peintures. Mais ça peut être un petit peu de sculpture aussi. Il y a différentes choses. Oui, tout à fait. Et ils exposent ou on peut, quelqu'un qui voudrait se procurer des œuvres cette journée-là, peuvent aussi... Absolument, vous pouvez les acheter sur place. Ouais, écoute, on vend de tout, on montre de tout. Tout à fait. Et dans le fond, technicalité, là, si on veut aller au bazar, premièrement, c'est quand? C'est le 14 juillet, la fête des Français. Alors, bon, vous n'êtes pas français? Ah, moi, je suis un mélange. Vous allez faire une émission juste là-dessus, sur mes origines. Le 14 juillet, et c'est toute la journée? C'est toute la journée. Les gens donc, peuvent se procurer des billets pour la visite des jardins secrets. Il y a des gens qui peuvent venir au bazar sans faire la visite des jardins secrets, parce que ça, c'est gratuit. Okay. Par contre, la vente des billets, on les vend, et les profits, aussi bien du bazar horticole que des billets pour les jardins secrets, vont à un organisme, Les Petits Plaisirs. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. C'est quoi les Petits Plaisirs? Petits Plaisirs, en fait, c'est un organisme qui vient en aide aux gens démunis. Dans le fond, on communique avec qui, si on veut apporter des... Est-ce que qui s'occupe de ça? C'est mes travaux publics qui ont un espace à l'éco-centre là, qui est réservé pour que les gens puissent amener leurs meubles. Okay. Et on les entrepose là jusqu'à la journée là, du 14 juillet. Et là, on les transfère à la maison Hamilton. Puis, est-ce que cette journée-là, on a-tu de la musique? Il y a des musiciens, il y a quelques violonistes là, qui peuvent évidemment vous accueillir à la maison Hamilton, oui. Est-ce qu'on peut compter sur un petit repas sur place ou c'est pas la place? Non, mais les gens viennent pique-niquer. Souvent, il y a des tables de pique-nique. Fait les gens peuvent s'installer, pique-niquer. Nous, on leur fournit un petit verre de rosé. Oh. Ou 2 ou 3. Donc, on invite les gens à aller chercher un petit lunch dans un commerce local de Rosemère. Vous avez tout compris. Et ensuite, puis de toute façon, c'est beau ce coin-là. Les gens peuvent marcher aussi. Probablement, il y a tellement de commerces que... Bien, vous avez tout le boulevard Labelle. Oui, c'est ça. Bien évidemment, là, il y a des commerces à pu en finir. Vous avez la Grande Côte aussi, là, je veux dire, un petit peu plus à l'est. Vous avez des boutiques plus, je vous dirais, locales. Vous avez évidemment l'épicerie Métro, là, M. Lemay, qui est très, très connu. Alors oui, les gens, et j'ai des gens, je vous dis, il y a des gens qui viennent vraiment de très loin, qui viennent visiter les jardins secrets, qui en profitent pour passer la fin de semaine là, dans un hôtel de la région, puis qui consomment des produits, évidemment. C'est bon pour les commerces. Ça veut dire que c'est beau, là, ça attire plusieurs personnes. Absolument. Ah, mais en tout cas, 34, hein? 35e. 35e édition. Ben non, là, aux 35 ans, on ne fait pas quelque chose de spécial. Ben là, c'est nouveau, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, là, vos meubles, Les meubles, c'est la première fois qu'on permet à des gens là, de venir acheter des meubles, oui. Au début, c'était vraiment juste des outils, je vous dirais, pour le jardin. Puis on s'est posé la question par la suite, on peut-tu augmenter la panoplie de produits disponibles? Alors finalement, les meubles, souvent les gens, comme je disais tout à l'heure, la maison familiale, ils la vendent. Ils s'en vont dans un appartement, dans un condo beaucoup plus petit. Et surtout avec des meubles, ils ne savent plus quoi en faire. Fait que plutôt que les jeter, bien, ça permet à ces meubles-là d'avoir une deuxième vie. Donc, dans un souci encore de ne pas mettre à la poubelle systématiquement des choses qui peuvent être réutilisées. Je pense que chez moi, je n'ai pas acheté un meuble. C'est tous des meubles recyclés. Oui. Bravo. Là, au début, vous m'avez dit qu'il y a des gens qui ouvrent leur jardin aussi cette journée-là. Oui. Et ça, on a la liste sur le site Web? Ou... En fait, il y a une carte géographique là, qui est fournie quand vous achetez votre billet et qui vous indique toutes les différentes maisons là, qui ouvrent leur jardin. Donc, en général, il y en a une dizaine, une douzaine. On en a déjà eu plus.
parce qu'avant, cette activité-là se passait sur 2 jours. Mais il y a moins de gens qui les ouvrent. Et aussi, 2 jours, c'était long parce que si vous avez une maison qui est ouverte, vous devez rester toute la fin de semaine ouverte. Donc, on a plutôt limité ça à une seule journée. Ah, mais c'est très généreux de la part des gens d'accueillir Absolument. le monde chez eux. Puis ils sont très fiers. Hein? Ils vous montrent leur jardin, ils vous disent le type de fleurs qu'il y a, sur combien d'années ils ont bâti tout ça. Les gens sont très, très fiers. J'avoue que j'aime beaucoup les fleurs. Je jardine, je pourrais quasiment ouvrir moi aussi chez nous. J'aime ça, puis je comprends la fierté des gens qui... c'est le fun, c'est une passion, les fleurs. Tout à fait. On est même... il n'est pas fleuri encore. Regardez, si on est collé, on aime ça. Moi, ce que je trouve le plus zen, moi, quand je rentre chez moi, je suis dans mes fleurs. Oui. C'est vraiment mon activité favorite. Ah, bien, on a pas mal la même activité. Des fois, je suis encore en habit puis en cravate, puis je commence à retirer les mauvaises herbes. Moi aussi, je fais ça en robe. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un super beau bazar. Puis, continuez longtemps. Cette année, si je peux me permettre de rajouter. Oui, allez-y. Suite à la visite que j'avais faite à Cape May aux États-Unis, dans le New Jersey, l'été dernier, Cape May, c'est une ville avec laquelle on s'est liés. Parce que eux, les monarques, les fameux papillons monarques, qui sont en voie d'extinction, arrêtent à Cape May dans leur parcours vers le Mexique. Et là, il y en a des milliers et des milliers. Et nous, on a voulu savoir de quelle façon. D'abord, il y a le côté, évidemment, nature, où les papillons, eux, s'arrêtent là. Mais il y a des plantes, évidemment, qui leur permettent de butiner puis qui leur permettent de se reproduire et tout ça. Donc, nous, on a aménagé des endroits où on va pouvoir donc permettre à ces monarques de peut-être s'arrêter à Rosemère avant d'aller dans le New Jersey. Et donc, on continue, évidemment, dans un souci environnemental, de pouvoir encourager que ces papillons puissent se reproduire et ne pas être totalement disparus de la planète. Ah, mais bravo. Et on a également des ruches. OK. My God, là, il faut que j'aille là. Oui, on a des ruches. Sors de Saint-Eustache, Julie. Ah oui, Rosemère, direction Rosemère. On a 2 ruches et à Noël, quand on fait nos activités de Noël à la ville de Rosemère, on vend les petits pots de miel qui sont le résultat du travail de ces abeilles. Hey, c'est un gros travail, là, quand même. Oui. Ah, bien, bravo de tout faire ça. Je suis impressionnée. Merci. Bien, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite un beau bazar. Vous viendrez faire un tour? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.